les gens ne comprenaient pas forcément encore ce qui se passait. Ils avaient entendu parler de Spoutnik, ils avaient entendu parler de sondes qui étaient parties. Et là, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais beaucoup ne mesuraient pas. Parce que là, on venait de poser un genre de jalon dans l'histoire des télécommunications. 9 mois d'un chantier titanesque, ininterrompu sur un site étroitement surveillé par les gendarmes, ne feront qu'alimenter rumeurs et fantasmes en tout genre. Une base secrète? Des extraterrestres? Non. C'est un radome, un énorme ballon en tissu de quelques millimètres d'épaisseur, gonflé sous pression, qui pourrait abriter l'Arc de Triomphe. On a eu des problèmes avec le premier qui a été installé et qui, avec une tempête d'équinoxe, est parti voler en éclats. On a fait les réparations à l'aéroport du Cervelle avec le fer à souder, qui était vraiment un peu archaïque quand on était en train de penser travailler dans les futures télécommunications. C'est dingue, quoi. C'est inouï. Mais pourquoi un tel ballon quand on sait que sa principale caractéristique est de laisser passer les ondes? La réponse se trouve alors fort logiquement à l'intérieur, où une gigantesque structure de métal a été montée en un temps record, une sorte de mécano géant de 340 tonnes. Oui, c'est un mécano qu'on a monté. Il a fallu accueillir 70 ingénieurs américains, mais quand ils ont commencé à monter ça, c'est invraisemblable. 27 jours et 27 nuits, nuit et jour, sans arrêter. C'était extraordinaire de voir tout cet ensemble tourner en 360 degrés à l'horizontale, avec une précision, mais alors, invraisemblable. On la surnomme la Grande Oreille, une antenne à cornets aux dimensions pharaoniques, assemblée au millimètre près, et dont le rôle est de parvenir à capter le signal du tout premier satellite de télécommunication, Telstar, lancé en 1960 par les Américains. Ça capte un signal qui vient d'un satellite qui se trouve en gros à 5600 km. Il faut pouvoir le poursuivre et le signal est très faible. On va pouvoir faire la communication que lorsque le satellite qui va retransmettre sera en visibilité des deux. Jusqu'au jour où ça marche, c'était le 11 juillet 1962 à 0h47, ce moment très précis où les deux antennes, américaines et françaises, se répondent. L'Amérique parle à la France avec la toute première conférence de presse en direct de l'histoire. Puis quelques images du pays de l'oncle Sam. Les Américains découvrent en retour le meilleur ambassadeur du moment pour parler de la France en chanson. La, mine de rien, la voilà qui revient. Ils ont positionné l'antenne à tel axe, voilà. Et avant que n'apparaisse l'image, avait apparu la bannière étoilée des États-Unis et puis la fameuse mire avec la tête d'Indien. Ça, c'était extraordinaire. Un premier direct de 7 minutes 47 secondes et l'histoire des télécommunications entre dans une nouvelle ère. Le retentissement est mondial. Et on voit tout d'un coup le directeur qui vient et il me dit, moi, petit, va dire aux journalistes de venir. Et ils ont totalement pris d'assaut la salle des équipements terminaux, la salle du pupitre, etc. Alors voilà, ça a été la liesse totale. Donc pour la deuxième fois, en un an, nous sommes en direct par satellite. En pleine guerre froide, le domaine des télécommunications est crucial. John Fitzgerald Kennedy s'adresse désormais en direct à ses alliés européens. La France du général de Gaulle rayonne grâce à la maîtrise de ces technologies de pointe. Il y a des enjeux géostratégiques, il y a des enjeux commerciaux, il y a des enjeux, je dirais, de transfert de technologie. Et c'est ce qui va permettre à la France d'être un élément moteur dans les télécommunications par satellite, en particulier en Europe. Et cette antenne cornée de son nom de code PB1 est aujourd'hui le dernier vestige de cette époque. Il faut savoir que quelques années après que les Américains aient démonté la leur, ils ont finalement changé d'avis et ils sont venus nous demander de racheter notre antenne pour pouvoir la démonter et la remonter aux États-Unis. Et en fait, à ce moment-là, on leur a dit, messieurs les Américains, bien tenté, mais non. Aujourd'hui classée monument historique, la Grande Oreille est restée en fonction jusqu'en 1985.